C'est une exploitation familiale. Donc j'ai pris la suite de mon père il y a déjà maintenant plus de 40 ans. Et dans le moment, bien entendu, mon père était en conventionnel et moi j'ai continué en conventionnel parce qu'à l'école on m'a appris que ça. Et j'ai donc passé à peu près 20 années de ma première vie dans la vigne en tant qu'exploitant, comme ça. Et c'est en 2000, enfin déjà dans les années 90, où j'ai eu beaucoup de réflexions sur mon travail, le rapport que j'avais avec la vigne, et je sentais que c'était plus ce que j'avais vraiment envie de faire. Et, il fallait que je trouve autre chose qui me rattachait plus à la vigne. Donc j'ai commencé par des associations qui sont développées chez nous, donc sur l'agriculture raisonnée, où on devait expliquer pourquoi on traite, pourquoi on doit faire quelque chose, parce qu'on a une pression de maladie, parce qu'on a une pression d'insectes, tout ça. J'ai déjà trouvé ça plus intéressant. Mais la façon de voir le protocole pour moi, et on était toujours avec l'utilisation donc de pesticides, et tout ça me dérangeait quand même énormément. Donc j'ai cherché à vouloir aller plus loin, et après donc c'était l'agriculture biologique, et c'était vraiment quelque chose que je découvrais, malgré que mon père, dans sa jeunesse, c'était déjà ça qu'il pratiquait. Mais j'avais besoin quand même de notions, de réapprendre tout ça. Donc j'ai eu la chance d'avoir un collègue viticulteur pas très loin de chez moi qui lui était déjà en bio 20 ans avant, donc il avait commencé dans les années 80, où il a été vraiment de bons conseils pour moi, et il m'a beaucoup aidé justement pour franchir le pas en fin de compte. Et donc en 2000, j'ai franchi le pas et j'ai commencé l'agriculture biologique. Et du fait qu'il pratiquait la biodynamie, il m'a donné aussi l'envie de pratiquer la biodynamie. Et c'est vrai que quand j'ai lu quelques articles sur Rudolf Steiner, qui était l'initiateur de la biodynamie, et qui parlait toujours d'une exploitation agricole c'était de la polyculture, hein. Il faut qu'il y ait des animaux sur une ferme, parce que c'est une inertie entre les animaux, la culture de la vigne, puis d'autres productions. Et disons que chez moi, c'était déjà un peu ça, puisque l'exploitation familiale au départ était polyculture. Il y avait donc des animaux sur la ferme que j'ai gardés justement, et en plus avec de la vigne. Donc ça m'a aussi parlé, j'ai dit ben oui, c'est quelque chose qui rentre dans mon exploitation. Donc j'ai commencé aussi la biodynamie, donc tout de suite en 2001. Et je trouve que ça a été très bénéfique parce que j'ai vu un changement très rapide dans mes vignes. En quelques années, de voir revenir une flore très diversifiée, donc une vie du sol qui s'est vraiment développée très vite. Et comme la biodynamie, c'est surtout la vie du sol, qu'on cherche la vie dans la vie du sol et la vie en général. Donc ça m'a beaucoup aidé pour ce passage-là. Et vraiment, j'en suis très très content parce que ça m'a fait vraiment redécouvrir mon vrai métier de vigneron, d'avoir un vrai rapport avec la vigne, avec la plante. Et pour moi, c'est élémentaire pour amener un vin, je veux dire, derrière, de qualité. Les animaux, c'est donc de la vache allaitante, hein, c'est pour la viande. Et il est vrai que donc, quand j'ai décidé de passer en bio, donc tout de suite je me suis posé la question, comme on est sur des vignobles très étroits, nous sommes à une densité de 10 000 pieds hectares, donc c'est des pieds plantés tous les mètres. J'ai dit la façon pour moi pour respecter mes vignes, c'était de revenir travailler à l'ancienne, donc de passer au cheval. Et là, donc, j'ai tout de suite acheté un cheval dès que j'ai démarré en bio. Et j'ai appris donc pour me servir d'un cheval et travailler dans les vignes, puisque mon père m'a traité de fou quand j'ai acheté un cheval justement pour aller labourer les vignes. Il me dit, tu veux pas revenir 40 ans en arrière? Ah oui, mais moi, comme je lui ai dit, si je veux passer mécaniquement, je vais abîmer beaucoup de pieds de vigne. Et c'est pas le but, parce que ce qui me fait vivre, c'est mes pieds de vigne, hein, c'est pas mon tracteur qui va me faire vivre, hein.
Et donc voilà, donc c'était une belle expérience et je pense que je ne reviendrai pas en arrière parce que on a beaucoup plus de respect avec son sol en travaillant, de travailler avec un cheval qu'avec un tracteur. Et ça, et c'est là que justement l'apprentissage pour labourer des vignes avec un cheval, eh ben, c'est de connaître bien ses sols, d'aller travailler les sols quand c'est le bon moment, mais pas aller, soit c'est trop sec, soit c'est trop mouillé ou quoi que ce soit, parce qu'on sait très bien qu'on détériore les sols. Et ça, c'était vraiment très bénéfique pour moi, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet de s'occuper des sols. Ouais. Après, je ne laboure pas non plus beaucoup, parce que je favorise quand même un enherbement qui soit à peu près régulier et sur l'année, parce que comme je suis dans les coteaux et on est sur des granites sablonneux, donc ça crée énormément l'érosion. Et si j'ai pas d'herbe dans mes vignes, ma terre, un gros orage après un labour, je la retrouve en bas, donc ça ne m'intéresse pas d'aller remonter la terre à chaque fois. Donc c'était aussi important de voir cet équilibre. Et en fin de compte, c'est ma recherche dans la vigne, c'est ça, c'est trouver l'équilibre pour qu'elle se porte bien avec un enherbement même des fois important, mais qu'elle ne vienne pas en concurrence de la vigne. Parce que pour moi, la vigne peut très bien vivre avec de la concurrence végétale et que la vigne produise normalement. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver cet équilibre. Alors c'est vrai qu'en année de sécheresse, il faut réduire le côté enherbement parce que ça pompe quand même le peu d'eau qui peut tomber. Mais en année pluvieuse, je vois comme cette année, je veux dire, j'ai des parcelles, je n'ai pratiquement pas labouré. Il y a pas, je veux dire, il y a suffisamment eu d'eau et l'herbe était très puissante, je veux dire, mais la vigne, c'est très bien supporté, je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver toujours un équilibre. C'est pour ça que chaque année est différente, chaque année, il faut s'en mettre en question pour trouver l'équilibre de la vigne, en fin de compte. Hein, et il n'y a pas de miracle, on ne peut pas dire, parce qu'une année, ça marche bien la façon qu'on a fait, qu'on fera la même façon l'année d'après. Alors, disons qu'avant de passer en bio, je faisais des vinifications spontanées, donc avec les levures indigènes. Il y a plus de 10 ans, déjà avant, je travaillais déjà en levure indigène. Parce que ça m'a toujours un peu, interrogé. J'ai dit, mais il y a des levures naturelles sur le raisin, pourquoi on apporte des levures? Et donc, j'avais déjà commencé ça. Après, disons que la différence de vinification avant et après, pas beaucoup de différence. J'ai toujours fait donc levure indigène, sans intrants, donc sans sulfite pour sélectionner les levures, donc pour vraiment favoriser les levures naturelles, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les levures naturelles, on a toutes ces petites levures qui viennent avant d'avoir trop d'alcool, puisque dès qu'elles ont un peu trop d'alcool, elles meurent, avant d'avoir les Saccharomyceps, qui est la levure qui vous finit les vins, en fin de compte, qui est la plus belle levure pour une qualité qualitative. Mais il y a quand même toutes ces petites levures qui démarrent en début de fermentation, qui amènent de la complexité dans les vins. Donc c'est pour ça que j'avais déjà, il y avait bien longtemps, 10 ans avant de passer en bio, je faisais déjà ce process-là. Après, bon, c'est des macérations, je dirais pas très longues, puisque c'est 8-10 jours. C'est la macération typiquement beaujolaise qui s'est toujours pratiquée. Hein. Donc grappe entière, macération de 8-10 jours. La seule différence par rapport à une vraie carbonique, moi j'interviens pendant cette macération où je fais des remontages à l'air pour favoriser la multiplication des levures, puisque pour la multiplication des levures, il faut leur apporter un peu d'oxygène. Et là, je continue ça parce que pour moi, c'est important d'avoir une belle population de levures, puisque dans des milieux vivants, il y a une concurrence entre levures et bactéries. Si les levures occupent bien tout le terrain, elles ne laissent pas de place aux bactéries pour se développer. Si elles n'occupent pas le terrain, on peut des fois avoir des déviations justement fermentaires à cause de ça. Donc pour moi, c'est un des process pour essayer d'éviter justement cette confrontation entre bactéries et levures. Ouais. Donc je fais ça, mais ça je le faisais déjà avant, donc j'ai continué. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est la date des vendanges. C'est de ramasser le raisin à la maturité que vraiment j'ai envie. Et pour moi, la maturité phénologique est hyper importante, en dehors du côté sucre et acidité, parce que c'est ce qui amène la longueur dans les vins, la finesse dans les vins.
Et généralement, si on a une belle maturité phénologique, ça ne sert à rien de laisser macérer très très longtemps. Pour ça que 8-10 jours, pour moi, ça me va très bien. Et donc quand je presse, il reste souvent encore beaucoup de sucre encore dans les baies. Et là, après, ça continue comme une fermentation en fin de compte en vin blanc. Et c'est là que je trouve qu'on amène la touche de finesse justement pour les fins de bouche, pour la longueur en bouche justement sur les vins. Alors je pense que le changement climatique, pour moi, c'est un grand mot. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est les écarts de température. Comment on appelle ça? Moi, j'appelle ça le stress hydrique, stress climatique. C'est les écarts de température qu'on peut avoir maintenant d'un jour à l'autre. On peut avoir 30 degrés une journée et le lendemain tomber à 15 degrés. Et ça, c'est des à-coups qu'on a de plus en plus. Comme je veux dire, avoir des hivers très secs, alors qu'autrefois on avait des hivers, c'était toujours humide, et c'est là que le sol faisait des réserves en eau, et que maintenant on arrive à avoir des hivers secs, pas d'eau. Donc quand on arrive au printemps, je veux dire, aucune réserve, et là on peut se dire, là ça va être dur pour l'année. Hein. Et ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus, parce que en dehors un peu des périodes caniculaires, mais pour l'instant, là où je suis, c'est jamais très long. Donc ce qui fait que la vigne peut supporter ça. Après, il faut aussi l'aider, il faut la renforcer. Lui amener, je pense, des éléments pour justement supporter ces stress climatiques. Donc aussi bien le manque d'eau que quand il y en a trop. Et je pense qu'avec ça, je pense qu'on peut arriver, déjà aller assez loin, parce que beaucoup pensent déjà à changer de cépage à cause de ça. Moi, pour l'instant, je suis très prudent par rapport à ça, parce que les années quand même difficiles, si vous mettez un cépage, disons du sud, on n'arrive pas à maturité. Donc je me suis dit, ça sert à quoi? Je repars chez moi, il y en a qui ont essayé de planter de la syrah, mais les années comme cette année tardive, ils n'arrivent pas à la maturité. Donc ça va pas. Et c'est pour ça que pour moi, c'est plutôt travailler dans le sens de renforcer la vigne, qu'elle soit plus résistante. Parce que le fait aussi, c'est pareil, hein, les sélections clonales qu'on nous a imposées pendant, il y a maintenant une quarantaine d'années, puisque toutes les dernières vignes que j'ai dû planter, j'ai dû les planter en clone, parce que sinon je n'avais pas le droit à avoir des plantations nouvelles. Et je vois bien la différence avec les clones qui, eux, ne sont pas... c'est beaucoup plus difficile, justement, à amener de la résistance. Par rapport à mes vieilles vignes, qui est une sélection massale, je veux dire, elles passent très bien les années qui peut faire sec, je vois comme cette année, mes vieilles vignes, c'était les vignes qui avaient le moins de pression en mildiou. Donc c'est pour dire que, je veux dire, il y a quand même une résistance... par rapport aux pieds de vigne. Donc je pense que c'est tout un travail à reprendre sur les plants de vigne d'abord au départ, refaire une sélection massale sur des vignes qui ont de la résistance. Mais ça, c'est un travail qui va se faire sur plusieurs décennies malheureusement, parce que c'est très long. Moi, je suis plus partant sur ça que tout de suite chercher à changer de cépage ou quoi que ce soit. Mais bon, après, est-ce que ce sera qu'un passage donc je sais pas, ça peut peut-être durer 20 ans, ce changement climatique, et après on viendra peut-être avec des années plus correctes. On ne sait pas, ça. Je pense que personne ne peut prévenir, parce que quand ils vous disent qu'il y aura un réchauffement climatique de 1 ou 2 degrés d'ici 2040 ou 2050, moi je pense plus qu'on n'aura plus d'hiver froid. Donc ce qui fait que le réchauffement climatique, il va être parce que l'hiver ne va pas redescendre la température qui serait idéale pour mettre la végétation au repos. Et ça va être un gros souci, je pense. Mais il faut rester quand même optimiste par rapport à ça, parce que je veux dire, il y a déjà eu des cycles qui sont, il y a peut-être 1000 ans ou 1500 ans en arrière, où il y a eu justement des périodes caniculaires ou des périodes plus froides. Je pense que ça peut revenir, ça.